Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 401e rencontre Vlille avec Stéphanie Chailloux pour son roman Revenir à Marimbaud. Il est ici, voilà, dans la collection Notabilia aux éditions Noir sur Blanc, édité par Manon Frappa d'ailleurs. Alors Stéphanie, vous êtes née dans les années 60, vous êtes installée à Paris, vous écrivez depuis la poésie vers la fiction toutes sortes de livres qui sondent souvent le silence des familles et en même temps une fragile cartographie des désirs. Vous êtes professeur de formation et traductrice d'ambiance. Vous façonnez des récits où la langue précise, souvent retenue, qui va creuser un petit peu la mémoire jusqu'à faire entendre ce qui ne se dit pas. Et donc on va rentrer à Marimbaud, revenir à Marimbaud, où Jean-Noël revient dans cette ville après des années d'absence. Un trajet plutôt court en kilomètres, mais très long en mémoire, qui va décanter certains silences, qui va réveiller des blessures cachées. Le roman va se dérouler jour après jour pendant une durée de 6 jours, où une lente mise à jour, justement, va pousser cet homme à partir. Ce que la famille a gardé, ce que la terre du pays ne laisse finalement jamais complètement enfouir. La chaleur, les odeurs, les paysages vont jouer ce rôle actif, comme une sorte de miroir qui va pousser l'intime à la surface, comme si le lieu était à la fois archive et juge. C'est un livre de retour, de contes, écrit avec une immense pudeur qui va laisser la place au lecteur pour compléter les vides, les blancs. Ce roman va tendre la main aux histoires feutrées, aux tensions familiales qui ne se nomment qu'à demi-mot. Bienvenue Stéphanie Chailloux, on est ravi de vous retrouver après le goût de la trahison l'année dernière. Revenez ce soir et un immense plaisir. Bonsoir Stéphanie. Merci Anthony. Merci, merci. C'est très juste tout ce que vous avez dit. C'est très Merci. bien. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce personnage de Jean-Noël, il est peut-être à l'opposé de vous, peut-être pas. Vous allez nous en dire peut-être un peu plus. Vous le créez de toutes pièces, peut-être, ou pas, là aussi. C'est une fuite déjà, une fuite d'il y a 30 ans d'absence, pour revenir enfin à Marimbaud. Qu'est-ce qui finalement, chez Jean-Noël, finit par le ramener là-bas? Alors le livre, effectivement, s'ouvre sur sa présence à Baza, c'est-à-dire il est revenu. En tout cas, quand j'ai, moi, commencé à écrire le livre, la première situation que j'avais présente à l'esprit, c'était celle-ci, c'était celle d'un homme qui se retrouve de retour dans sa ville natale après l'avoir quitté 30 ans plus tôt. Et ce qui le pousse en dehors du motif, comment dire, narratif très clair, qui est celui de l'appel de son frère Michel qui l'informe de la maladie de leur père, ce qui pousse Jean-Noël à revenir, c'est d'abord quelque chose de très instinctif, ou en tout cas de très obscur à lui-même, une forme de nécessité à laquelle il obéit sans réellement comprendre ce qui se passe. Et on peut penser, on peut faire plusieurs hypothèses. Et je pense que c'est le passé qu'il appelle, c'est-à-dire le passé dans son irrésolution. Il y a quelque chose de cette histoire, quelque chose de ce qu'il a vécu qui, à la fois est derrière lui, mais en même temps n'est pas complètement résolu. Et peut-être espère-t-il encore quelque chose, peut-être a-t-il encore du mal à croire à ce qui s'est passé. Et c'est sans doute ce qui le pousse à franchir les kilomètres qui séparent Paris et Bazas et puis se replonger comme ça dans un écosystème familial à la fois traumatique et en même temps peu aimé, en tout cas qu'il a fui pour se sauver. Donc c'est obscur, les raisons qui le poussent à revenir sont obscures à lui-même. C'est pour ça qu'il est dans cette forme d'indétermination et d'attente. Il se retrouve dans cette chambre et très concrètement, il ne sait pas par où il va commencer, par quel bout il va attraper son histoire. Alors ça prend différentes formes. D'abord, ça passe par l'exploration des lieux. Il retourne sur les lieux de son collège, le collège de Saint-Clément. Il s'aperçoit que la mémoire a réellement transformé les espaces. Il retourne voir son professeur de philosophie, celui qui l'a fortement aidé quand il avait 18 ans, et puis qui est resté comme ça un
témoin de son existence, ou en tout cas un fil conducteur entre le passé et son présent tout au long de ces 30 années. Il va finalement prendre, sans dévoiler le livre, mais il va finalement reprendre contact avec son frère, c'est-à-dire se confronter au vivant. Voilà, c'est par une forme d'expérimentation, il invente le Jean Noël qui est là. Il sait pas quand il arrive, euh, comment il va faire. D'une part, ce qu'il va faire, exactement pourquoi il est revenu et comment il va opérer cette confrontation au passé. Et puis il y a ce drame dont on ne parlera pas forcément parce qu'il faut quand même laisser du suspense au lecteur, mais le drame qui va contraindre Jean-Noël, il y a 30 ans, à quitter sa famille, il reste à la fois très central et en même temps très à distance. Comment vous avez travaillé ce voile? Parce que véritablement, votre livre, il est comme une sorte de léger voile qu'on dispose sur la trame, sur l'histoire, sur le récit, sur le passé, ce qui est plutôt rare en littérature où on a tendance quand même à dire beaucoup les choses et un peu trop parfois. Comment vous avez travaillé cela? Comment vous avez réussi à montrer ce qu'on laisse souvent dans l'ombre? Alors, il y a peut-être deux temps dans ma réponse. La première, c'est sur très, très concrètement en termes d'éléments narratifs. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai commencé le livre, je ne savais pas quel serait ce drame. J'avais uniquement la situation en tête de Jean-Noël dans sa chambre d'hôtel. Il a fallu que je l'invente. Et je pense que ça s'opère aussi ça s'est opéré au fil de l'écriture. Donc, il y a quelque chose comme ça dans la progression du roman qui, qui n'est pas complètement fictif dans le sens qui est sincère. Je pense que ça compte. Et par ailleurs, une fois que j'ai eu, donc c'est du réglage qui s'opère au fil de l'écriture, avec cette attention qui était portée quand j'ai écrit le livre, de me dire, je vais essayer de faire une sorte de des lignes de temps croisées. D'une part, la ligne du présent, c'est-à-dire sa présence à Bazas durant les 6 jours, et puis de l'autre, la ligne du passé. Et les deux lignes le moment du drame devant être un point d'orgue de croisement du dévoilement du drame devant être un point d'orgue un point d'orgue dans le croisement de ces deux lignes. Donc j'avais ces éléments comme ça d'être à la fois dans ce qui avançait et puis dans le rebours. Donc ça s'opère par un travail de structuration, de tâtonnement, mais aussi de structuration. Et sur l'enjeu peut-être plus littéraire, au sens du travail de la langue, ou des choix comme ça en termes d'écriture, de ne pas trop en dire, entre guillemets, ou en tout cas de ne pas décrire, c'est pas, ça c'est d'une part comment dire, un souhait enfin, c'est la façon dont j'envisage les choses, c'est-à-dire j'envisage plutôt les romans comme étant à élaborer à partir des restes d'une histoire, mais non pas, donc avec des blancs, avec comme ça, il y a des éléments fondateurs, il y a les signes de la scène, mais la scène elle-même, elle va pas être racontée dans son entièreté, ce qui permet à la fois de la développer à partir des points de vue singuliers de l'ensemble des protagonistes, et puis de garder une forme d'incertitude sur ce qui s'est produit. Il n'en reste plus que les traces, donc des éléments, je ne pense pas dévoiler outre mesure en disant, voilà, il reste des éléments qui sont convoqués comme des signes, le fusil, le sang sur le carrelage, mais on n'en sait pas plus. Et j'ai envie de dire, j'en sais peut-être moi-même un petit peu plus, mais pas beaucoup plus que ce qui est indiqué dans le livre, parce que finalement, c'est pas l'objet. L'objet, c'est la trace que ça a pu laisser dans les mémoires, c'est le traumatisme que ça a généré, c'est les images que ça a produites et qui sont restées dans les consciences, c'est les mots qui ont été employés qui, eux, sont clairement énoncés. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui reste dans un mystère, à la fois pour que le lecteur s'empare s'empare de la chose et aussi pour enfin, l'objet du livre, ça n'est pas d'épuiser un sujet ou une situation, c'est au contraire, de construire peut-être à partir de cette chose en creux. J'ai envie de garder ce truc, garder des trous dans le livre comme ça. Et c'est ça qui est extrêmement original dans la structuration du récit. Et en réalité, on a même l'impression que vous ne décrivez pas les actions, mais vous décrivez beaucoup plus ce qu'on ne décrit pas forcément, comme la nature, comme la forêt. Les animaux ont une place aussi très importante, mais eux ont le rôle d'observateur. On a l'impression que c'est la forêt qui observe le monde et non pas l'inverse. Et ça, on trouve que, enfin moi j'ai trouvé en tout cas que
que ça avait un côté extrêmement inquiétant, extrêmement enveloppant en même temps. Pourquoi vous avez choisi ce point de vue très extérieur, en tout cas moins humain, comme mémoire, comme force, comme menace ou même comme consolation? Parce que Qui vous plaît tant dans cette manière de voir la littérature autrement? Parce que c'est aussi une façon de penser le statut des choses, enfin, le statut des... On est dans un règne, on est des humains, mais là où nous sommes, le monde dans lequel nous sommes est constitué à la fois, est constitué des humains, des animaux, des choses inertes, des choses vivantes, et ça m'intéresse de penser de manière... C'est quelque chose qui est assez permanent, enfin, de penser que nous sommes égaux, qu'il y a une forme d'égalité. C'est pour ça que je parle des petites choses, cette attention à porter aux petites choses. Et s'intéresser aux histoires humaines, c'est aussi s'intéresser à l'écosystème dans lequel elles prennent forme. Euh, Par exemple, je suis sensible au fait de me dire que nous vivons, nous regardons, mais que peut-être aussi, d'une certaine façon, les animaux, nos animaux domestiques, eux aussi nous voient, ils sont aussi les témoins de nos existences, que les lieux que nous traversons sont eux aussi les témoins de ce que nous vivons et de ce que nous faisons, qu'il y a comme ça quelque chose qui mérite d'être peut-être complexifié dans l'approche et puis d'être observé. Ça modifie la hiérarchie habituelle entre les êtres, déjà entre les êtres humains, en pensant que nous sommes tous égaux, entre les êtres humains et les animaux, et entre les animaux et entre le règne du vivant et le règne du non-vivant. Voilà, ça m'intéresse de penser que nous sommes sur un plan d'égalité et essayer d'en faire quelque chose ça c'est plutôt mon positionnement personnel, mais essayer d'en faire quelque chose en littérature, ça a pris ici dans la forme, dans ce livre, le fait effectivement d'une attention portée à ce qui nous entoure, avec une forme d'autonomie. La matière, elle résiste. La forêt, elle est là, elle est risquée, elle résiste. L'homme ne la dompte pas. De la même façon, les animaux nous voient. Quand il y a deux passages où, bien sûr, la bête voit Jean-Noël, mais aussi la chouette. Et Jean-Noël est transpercé par ce regard. C'est-à-dire que ça lui fait aussi prendre conscience de sa fragilité ou de son inanité. Il y a quelque chose comme ça d'une remise à sa place de l'homme par ces éléments extérieurs. Et puis à travers ça, il y a ce lieu, Marimbo, notamment, ce lieu extrêmement, un territoire de mémoire, pour le coup, qui existe vraiment. Je l'ai découvert, je ne connaissais pas du tout cette ville du sud-ouest. Comment vous avez réfléchi, peut-être que vous y habitiez, je ne sais pas, ou en tout cas vous êtes proche de cette région-là, comment vous avez travaillé le lieu, l'impact d'un personnage tel qu'un lieu comme Marimbo? Est-ce que c'est une atmosphère? Est-ce que vous avez créé, en ayant déjà visité ce territoire-là? Et finalement, qu'est-ce que vous avez gardé comme sensation pour ensuite l'extraire en littérature? Au départ, en fait, le choix de Bazas, pas de Marimbo, j'y reviendrai après, mais le choix de situer l'histoire de Jean-Noël à Bazas, dans cette ville en Gironde, aux portes des Landes, ça s'est fait de manière plutôt hasardeuse. C'est-à-dire que je venais tout juste de commencer à écrire mon roman, j'avais dû écrire un ou deux paragraphes, et puis j'ai été invitée à Bazas. Et j'ai eu une sorte de coup de foudre pour cet endroit, c'est une très belle ville. La cathédrale est magnifique, les pierres de Gironde sont très belles, cette place comme ça avec ses grandes dalles. Enfin, j'ai ressenti quelque chose de particulier. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette sensation, de ce lieu qui... Le lieu m'indiquait pas quelque chose, mais en tout cas, il se passait quelque chose avec ce lieu. Et bah, je me suis dit, bah, en fait, bah, je vais y placer mon livre, voilà ce que je vais en faire. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de me dire qu'est-ce qui va rester de cette première impression saisissante en termes de matière pour écrire, puisque je savais que j'allais m'appuyer sur, je savais que l'espace, les paysages allaient prendre il y a toujours, enfin, c'est toujours quelque chose qui est important dans mes livres. Et je voulais voir comment, justement, cette sensation première allait se décliner, à quoi elle allait, à quelle matière, quel type de matière elle allait
devenir? Et puis, est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'à partir comme ça, d'une seule fois, c'était suffisant pour avoir assez de matériaux pour décrire des paysages, décrire des lieux, des routes, et il y avait une sorte de pari, ou en tout cas une expérimentation, et je me suis rendu compte que oui, ce qui montre bien que, comment dire, que c'est vraiment une recréation, c'est à partir des paysages qui sont absolument pas réalistes, ils sont inventés. La même chose, Marambo, en fait, c'est le nom qui m'a séduite. L'orthographe de ce nom, je le trouve très belle avec ses M, et c'est pour ça que j'ai situé la maison familiale à Marimbo, mais il n'y a pas de maison. Ça, c'est une maison landaise, voilà, c'est une fiction. Un petit peu coupé, Stéphanie, mais ça devrait être bon. Oui, Raphaël, c'est bien la connexion de Stéphanie qui fait hacher les mots. On va espérer que ça reparte dans le bon sens. Le roman navigue aussi entre deux temporalités. Comment vous avez pensé le rythme de ces allers-retours pour Ah zut! préserver l'attention, l'émotion? Est-ce qu'il y a une sorte de passage pivot où tout s'est réorganisé aussi pour la confection du roman? Non, il y a une montée de passage pivot. Non, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se structure au fur et à mesure. Vous m'entendez bien là? C'est moyen, Stéphanie. Pour l'instant, c'est moyen. Anthony, vous m'entendez? Il y a un gros décalage en réalité, c'est pour ça. Ça marchait très bien tout à l'heure, là un petit peu moins. Ah, comment on fait? Je coupe ma caméra peut-être? On peut essayer, oui, Ok, je coupe ma caméra. On va voir si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? ça devrait être bon, oui. Est-ce que si tout le monde... Ok, je coupe Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, c'est bon, Stéphanie. Ok. Passage pivot, c'est ce que je disais, il y a un point de croisement. Pardon? Je disais, il y a un point de croisement entre les deux lignes de temps. C'est ce que j'évoquais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il n'y a pas il y a pas vraiment de point de bascule. Il y a simplement une montée en puissance du dévoilement de la situation, et puis une montée en puissance aussi de la clarification des sentiments de Jean-Noël par rapport à ce passé. Ok. Et puis sur la temporalité, on est sur une période de 6 jours, donc c'est quelque chose d'extrêmement ramassé, d'extrêmement tendu, alors qu'en même temps, vous avez réussi aussi à y insérer en 6 jours autant de silence, autant de vide. Pourquoi vous avez décidé d'organiser cette fenêtre en 6 jours? Est-ce que c'était uniquement de manière narrative par rapport au retour de Jean-Noël? Ou au contraire, ça vous permettait psychologiquement de faire quelque chose de très resserré dans la tête de ce personnage. Ce qui est très intéressant dans le personnage de Jean-Noël, c'est que c'est véritablement un intrus dans sa propre famille, une sorte d'étranger à sa propre tribu. Comment vous avez abordé, travaillé ce sentiment d'étrangeté, d'être à la fois dedans et dehors, parce que c'est un véritable déchirement. On a compris, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, que il y a 30 ans qui séparent cette période-là. On peut le dire, Jean-Noël n'a pas parlé à sa famille depuis 30 ans, en tout cas à ses parents. Comment vous avez travaillé cette notion d'étrangeté, cette notion d'exclusion? Mais comment je l'ai travaillé? En fait, c'est vrai que je voulais au départ, comme je vous le disais, je savais peu de choses quand j'ai commencé les livres. Enfin, j'avais cette situation, je savais pas ce qui s'était passé, mais je savais aussi, et je savais que ce serait à Baza, ça s'est fixé assez vite, mais je savais aussi que je voulais évoquer comme ça une expérience première d'enfant de se trouver dans une famille avec des liens d'amour très incertains. C'est-à-dire, je voulais parler de cette pauvreté affective ou de cette forme d'indigence affective. Je voulais essayer de dire cette dureté
euh, cette absence et puis cette dureté des sentiments. Donc ensuite, ça a pris la forme chez Jean-Noël, effectivement, d'une forme de distinction, c'est-à-dire il ne ressemble pas à... Alors les raisons pour lesquelles il ne ressemble pas sont obscures, c'est-à-dire c'est quelque chose d'ailleurs qui nous dépasse. Pourquoi on peut le constater tous chacun au sein d'une même fratrie. Les gens, les frères et les sœurs peuvent être très différents, peuvent développer des façons de répondre à la famille très différentes. Et dans le cas de Jean-Noël, effectivement, c'est le cas. Il est un petit peu le seul à être... ses parents sont des commerçants très centrés sur la question de la réussite sociale, de l'importance comme ça du quand dira-t-on dans une petite ville de province, avec des stéréotypes à la fois genrés très, très marqués. Son frère, lui, est passionné de forêt, donc ce qui est cohérent aussi, puisqu'on est comme ça aux portes des Landes, il s'inscrit de manière assez naturelle dans le milieu sociologique dans lequel il se situe. Et Jean-Noël, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'OVNI, c'est-à-dire il est intéressé par le dessin, par le dessin, par la lecture, par les choses belles, ce qui lui vient de nulle part. Et c'est quelque chose que ses parents ne comprennent pas. Et c'est quelque chose qui va creuser comme ça une forme de différence qui ne va faire que, que grossir au fil des années, qui va aussi se matérialiser à l'école par le fait qu'il est appréhendé comme un garçon efféminé ce qui produit effectivement des scènes pas des lynchages, mais en tout cas des scènes de violence, des scènes d'exclusion. Oui, c'est l'intrus dans sa famille, c'est l'intrus dans sa famille, c'est l'intrus, entre guillemets, dans la société de Bazas, parce que c'est l'élément, il est différent. Ça traite aussi de cette question de la différence et comment très vite la différence prend est lue comme inquiétante, est lue aussi comme, comme, un, comme inquiétante et donc produit du rejet. Donc, Est-ce que vous vous êtes posé la question du point de vue narratif, de donner la parole à d'autres personnages que Jean-Noël? Pour le coup, est-ce que l'histoire aurait été différente? C'est peut-être une déformation professionnelle du principe du contradictoire, mais de donner la parole à tous les personnages, les autres, finalement, que ce soit les parents, que ce soit l'univers fraternel, n'a pas de réponse ou presque. En tout cas, vous leur donnez peu la parole. Pourquoi ce choix-là, justement, de tout mettre en réalité dans la tête de Jean-Noël? Est-ce que finalement, c'est parce que seule sa version compte? alors, il y a quand même dans le livre, il y a à la fois bien sûr le point de vue qui est celui le plus, qui est majoritaire, entre guillemets, ou en tout cas c'est celui qui est le plus développé de Jean-Noël, parce que c'est lui dont il est question. Enfin, c'est un livre sur, c'est le portrait d'un homme, c'est le portrait d'un homme qui, à 50 ans, est encore un enfant, ou en tout cas contient en lui encore une part, enfin, comme tous, je pense, mais contient une part d'enfance qui n'est pas totalement apaisée. Mais il y a aussi quand même, de manière comme ça, peut-être plus légère, mais le point de vue de Michel, et c'est ce qui va donner le regard distinct ces deux personnages sur la scène inaugurale du drame. Il y a aussi, mais c'est simplement évoquer la, la, la figure de la petite sœur Cécile, qui elle a encore une autre façon d'appréhender le passé. Parce que l'enjeu, c'était aussi de se dire une même scène, en l'occurrence celle qui va provoquer le départ, une même scène peut faire l'objet d'interprétations multiples, à la fois parce que les points de vue sont singuliers, mais aussi parce que des éléments saillants sont retenus. Et puis aussi parce qu'elle fait l'objet d'une narration. Donc, Jean-Noël, lui, a sa vision, il était là au moment où ça s'est passé. Le frère participe à cette scène, mais pas entièrement. La sœur, elle, la scène lui est relatée. Et puis les protagonistes que sont le père et la mère, c'est vrai que ce sont c'est vrai on les entend pas avec comme, non, c'est vrai qu'on les entend pas. Avec en plus, c'était un élément là, par contre, c'était intentionnel. En plus, une forme d'impossibilité pour la mère si Jean-Noël avait souhaité parler à sa mère, une forme d'impossibilité pour la mère à dire quelque chose de cette scène, à s'en souvenir.
Ce qui, je voulais comme ça qu'il y ait une forme de multiplication des absences, c'est-à-dire la mère était absente pendant l'enfance, la mère est aussi absente, bien que vivante, quand il revient. Et donc, s'il avait espéré quelque chose comme une réparation ou euh, pardon, ou en tout cas un retour, c'était dans les faits d'ores et déjà impossible. C'est comme ça un redoublement d'impossibilité. Et à côté de ça, on a une sorte de chape de plomb, c'est la canicule, un été caniculaire, un fort climat, une chaleur difficile qui semble peser elle-même sur les personnages. On a l'impression que les personnages sont acculés par cette chaleur. C'est fait avec, une fois de plus, avec parcimonie, mais comment ça a pu servir aussi votre trame? Est-ce que ça a véritablement impacté aussi l'état dans lequel les personnages se meuvent? Bah, effectivement, ce que produit la chaleur, et donc il y a une montée en puissance comme ça de la canicule et de ses manifestations, avec une montée en puissance surtout du risque d'incendie. Euh, et ce que ça produisait aussi, c'était une sorte de, c'est pas une métaphore, mais ça redisait l'enfermement, parce que quand en situation caniculaire, on est effectivement, l'agression extérieure est extrêmement forte. C'est aussi quelque chose que Jean-Noël avait en partage. L'agression extérieure est extrêmement forte et on est ou enfermé dans des pièces, on ne peut pas être dehors et on est ou enfermé dans des pièces euh, qu'on tente de maintenir fraîches ou enfermé dans des voitures. Donc ça, le lien à l'extérieur est très entravé. Et je voulais comme ça, cette idée, ça renforçait cette idée d'enfermement qui était aussi l'enfermement psychique de Jean-Noël et l'enfermement dans cette histoire. Donc ça allait de pair, mais bon, ça, comment dire, c'est assez intuitif, ça s'opère. Alors, c'est décidé dans l'écriture, dans le sens où je suis vigilante à faire à la progression, mais c'est quelque chose d'un choix comme ça. Si, je savais, je voulais que cette canicule euh, parce que je trouvais que c'était aussi intéressant de tenter de la décrire, en me rendant compte déjà qu'en termes de vocabulaire, une fois qu'on a dit chaleur, une fois qu'on a dit chaud, il n'y a pas non plus énormément de recours langagiers pour essayer de dire cet état. Et puis, c'est aussi des sensations qu'on a tous éprouvées, cette, euh, cette, euh, cette épreuve de la canicule. Voilà. Et puis il y a ce retour dans la maison familiale, ce lieu natal plutôt. Euh, c'est quoi la perception finalement de ce retour? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous de retourner dans la maison familiale quand on est absent si longtemps? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime peut-être qui se retraduit dans le livre? Peut-être que la première question, c'était de me dire, Jean-Noël, il ne sait pas ce qu'il va éprouver. Et donc, ce qui était aussi présent dans le livre, c'était de se dire, ne pas présager de ce que le personnage allait ressentir ou pas ressentir. Et c'est vrai que quand on revient, je pense que c'est vrai pour tout le monde, quand on revient sur des lieux d'enfance, on ne sait pas ce qui va se passer, si quelque chose va se passer. Parfois, il ne se passe rien. C'est-à-dire les lieux où sont morts, où ils n'évoquent rien, où ce qui a été vécu a disparu, ne reste pas de traces, ou en tout cas, on est passé à autre chose. Enfin, il y a aussi une forme de... Je voulais aussi dire et puis, cette cruauté. Et puis aussi, il y a aussi des lieux qui éjectent. C'est-à-dire que Jean-Noël, quand il revient dans la maison familiale, en l'occurrence, il voit que ça n'a pas changé. Donc, c'est pas quelque chose de très... c'est pas un constat qui est très heureux. Non seulement ça n'a pas changé, mais il y a une forme d'animosité de la part de la personne qui le reçoit. Il ne sait pas si c'est sa sœur, si c'est pas sa sœur. Donc c'est vraiment, il n'est pas le bienvenu. Il y avait comme ça une série de signes qui indiquent qu'il n'est pas le bienvenu. Les lieux eux-mêmes ne veulent pas le lieu. Stéphanie, est-ce que vous avez pensé à prendre votre livre en changeant de pièce pour lire le Oui, premier extrait? Parfait. Eh bien, c'est à vous pour le premier extrait, Stéphanie. je bloque bien mon téléphone. En sachant que j'ai déjà lu donc les deux premiers chapitres. Ok, c'est pas ce que j'avais prévu de lire, donc ça va. Parfait. Super. Oui, tiens, pas ce téléphone.
Prenez page 21. Il est 18 heures et la chaleur ne faiblit pas. Une pellicule de transpiration recouvre son front, son cou, ses avant-bras. Jean-Noël marche aux abords de la cathédrale. Il avance dans les ruelles, à l'ombre des vieilles pierres. Au 6 de la rue du Mercadil, la devanture rouge du magasin d'alimentation a disparu, recouverte par les aplats d'un bleu soutenu. L'épicerie familiale s'est transformée en poissonnerie, aux délices de la mer. Jean-Noël reste un long moment immobile devant la vitrine. Il revoit ses parents, sa mère dans les rayons denrées alimentaires et ustensiles de cuisine, son père planté au centre de l'espace outils et fournitures. Chacun vêtu de sa blouse de travail. Bleu dur pour le père, bleu clair avec des fleurs en torsade pour la mère. Pendus dans le couloir qui menait de l'arrière-cuisine au magasin, les blouses étaient devenues, avec la pendule en marbre qui trônait sur le manteau de la cheminée, les témoins de son enfance. Le matin, ses parents les revêtaient avec fierté, des armures pour affronter la journée. Le soir, ils les accrochaient à la patère avec un respect moins marqué. Délivrés de leur fonction sociale, les habits redevenaient des vêtements qu'il fallait laver, faire sécher, repasser, afin qu'ils demeurent impeccables. C'est le terme que sa mère utilisait toujours. Impeccable, irréprochable. Debout, au milieu de la rue commerçante, Jean-Noël entend encore le timbre de sa voix, sa tessiture aiguë, la vigueur presque violente avec laquelle elle s'exprimait. Troublé par l'évocation, il reprend sa marche d'un pas volontaire. Dans les rues, la chaleur s'est comme densifiée. Sa chemise lui colle à la peau. Il franchit bientôt les arcades qui mènent jusqu'à la mairie. Au fond de la cour, le grand escalier déploie ses deux bras massifs sous le fronton triangulaire de la bâtisse 19e. La porte d'entrée est fermée. Un sentiment de vacuité le saisit malgré lui. L'immobilité implacable des lieux lui saute aux yeux, telle une douleur évidente. André pourtant l'avait prévenu. Merci Stéphanie. Qu'est-ce que vous lui diriez à Jean-Noël, finalement, si vous le croisiez dans la rue, là, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui diriez il y a 30 ans et aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que Je vous lui demanderais donneriez un comment. conseil, finalement? Ah non, je lui demanderais comment il va. Je lui demanderais comment il va après tout ça. Euh, ouais, je sais pas, non, je lui donnerais pas de conseils, je lui demanderais comment il va. Ok. Je pose deux questions récurrentes aux auteurs qui passent ici. La première, c'est celle d'échanger sa place avec un personnage de fiction pendant une journée. Qui avez-vous choisi, Stéphanie? Alors j'ai choisi le personnage de Bobby dans Que ma joie demeure de Giono. Parce que Bobby, parce que c'est un personnage extrêmement pur, d'une très grande. Bon, la langue de Giono est magnifique. Et puis Bobby, il a cette fonction quand il arrive dans ce hameau provençal. Il a cette fonction comment dire, d'éclairer ceux qui sont là, de les éclairer sur ce que les entoure, sur ce qui les entoure. Il leur ouvre les yeux sur la beauté des animaux qui sont là, des paysages qui sont autour d'eux. Il leur redonne une capacité d'émerveillement qu'ils avaient perdue. C'est un livre qui m'a ébloui comme je disais, le travail de la langue, la description des paysages, et puis ce personnage extrêmement touchant, je pense que c'est quelque chose à quoi on n'est peut-être pas assez vigilant à garder notre capacité d'émerveillement, c'est-à-dire notre capacité à voir ce qui est autour de nous. Ce que les enfants ont, je pense encore, mais ce que nous avons tous, je pense, en germe et en capacité. Et quand la littérature est l'occasion de redonner le goût de ça et aussi de réouvrir les yeux sur ces éléments qui sont là. Je trouve que c'est important, c'est porteur de joie. Et on voit tout de suite le lien avec Giono, forcément, quand on vous lit. Tout s'explique, c'est QFD. La deuxième question, c'est pas la même que d'habitude, puisqu'on vous avait déjà reçu, donc je n'allais pas vous poser la même question. Mais elle est peut-être pire en réalité, et c'est la suivante. Si votre bibliothèque prenait feu maintenant, et que vous ne pouviez sauver qu'un seul livre, lequel emporteriez-vous? Et donc, pas forcément votre livre préféré. Il peut avoir un impact particulier sur la fuite, la même que Jean-Noël. Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous, Stéphanie?
C'est une question impossible, hein. C'est à laquelle je vais néanmoins tenter de répondre en disant que ma réponse, elle s'ancre aujourd'hui, mais qu'elle serait sans doute très, je l'espère, très différente demain ou après-demain, ou en tout cas dans les temps qui viennent. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais emporter comme livre pour avoir la nourriture, comment dire, la nourriture dont j'ai besoin en tout cas. Si je devais en choisir, je partirais, je pense, aujourd'hui avec le livre de Roland Barthes, La préparation du roman, parce que ça répond à plusieurs choses. À la fois, il y a la stimulation intellectuelle, le plaisir de ces analyses qui sont brillantes, donc la nourriture intellectuelle, et le plaisir de la pensée. Et puis il y a la littérature, parce qu'il ne, c'est un ouvrage qui commente énormément à la fois la préparation de la littérature ou l'élaboration de la littérature, mais des poètes eux-mêmes, des poèmes eux-mêmes, en l'occurrence, énormément de haïkus. Donc il y a les deux aspects. J'aurais le plaisir de lire, là, ici, des poèmes, et aussi le plaisir d'entendre quelqu'un parler de littérature et se délecter de, ce que, de la joie que ça peut nous donner. Très bien, très bien. Deux très bons choix. Je reviens sur le livre avec notamment cette notion de silence. Il y a beaucoup de choses dans le silence, il y a beaucoup de silence finalement. Est-ce que pour vous, il est protecteur? Est-ce qu'il est violence? Est-ce qu'il est un langage à part entière? Comment vous énumérez finalement cette notion de silence? Comment vous la voyez en littérature et dans votre littérature? Puisqu'elle est, on a l'impression que cela revient souvent dans vos romans, cette notion de silence, de non-dit. Qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça dit de vous et qu'est-ce que ça dit de votre littérature? Moi, déjà, j'aime beaucoup le silence, c'est-à-dire que j'ai besoin de silence. Et je crois que dans le rapport au langage, j'aime un rapport. C'est marrant que vous disiez ça. Enfin, c'est bien. J'aime un rapport au langage qui justement ne fasse pas de bruit, enfin ne fasse pas de bruit, ne soit pas on n'est pas dans le champ de la communication, on n'est pas dans le champ de la signification, on est dans la signification, on n'est pas dans le champ de l'information, on est dans quelque chose qui s'opère par les mots entre eux, entre les mots, entre ce blanc qui est du silence. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, c'est de dire quelque chose, mais qui jamais ne s'énonce. Euh, parce, parce que, alors je n'y arrive pas tout le temps, hein. Il y a des passages, quand je relis mon livre, je me dis, ah là, ça dit trop. Je trouve encore que ça dit trop. Mais j'essaie à la fois de dire sans dire. Alors ça paraît un peu, enfin, j'espère que c'est pas obscur, mais j'essaie de ne pas expliquer, d'être au plus près de ce qui est là, mais qui ne se réduirait pas à un seul mot, mais qui s'opère par cette navigation dans la langue, cette tentative d'énoncer ce qui nous traverse, ce qu'on perçoit, moi, ça relève beaucoup de la perception, des émotions. On n'est pas dans le savoir ou on n'est pas dans la connaissance, on est dans nous, des êtres vivants qui vibrons à la fois dans notre lien au monde, dans notre lien à autrui, dans nos histoires respectives. Voilà. Mais je suis attachée oui, à une forme de silence. C'est peut-être, comment dire, à contre-courant totalement de notre société. Justement, pourquoi vous, si c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, est-ce que euh, avec un lecteur en face qui peut interpréter différentes choses, comment vous envisagez les choses finalement? Parce que vous jouez à un jeu dangereux. En réalité, aujourd'hui, les lecteurs ont envie d'histoire, ont envie de rebondissement. On le voit dans les meilleures ventes de la Fnac, malheureusement. Mais aujourd'hui, on est davantage sur du storytelling, sur dire les choses de manière très communicative, de manière très directe. Et vous prenez le contre-pied totalement en littérature. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça crée une nouvelle langue finalement. Est-ce que vous avez peur aussi de ça? Est-ce que c'est une crainte ou finalement, peu importe, c'est votre manière d'écrire? Oui, non, enfin de toute façon, comment dire, on fait ce qu'on a à faire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est, enfin ce que j'essaie de faire, c'est
c'est c'est parce que je suis sensible à ces formes. C'est ce que j'apprécie, c'est ce vers quoi je tends. Le reste, je pense que ça laisse de la place au lecteur. Et puis j'essaie, voilà, si j'ai pas prise sur l'époque dans laquelle je suis, sur l'industrie dans laquelle le livre s'inscrit. Voilà. Moi, j'essaie de faire ce que j'ai à faire en fonction c'est pas des objectifs, mais de ma sensibilité et puis de ce vers quoi je tends en termes de création littéraire. Et par ailleurs, je pense aussi que là où je suis, même si c'est pas à moi de le dire, j'essaie de tenir les deux bouts et d'un travail et qui creuse le silence et en même temps d'une lisibilité qui est maintenue. Voilà, je suis pas dans un travail de littérature expérimentale. Voilà. Clairement. Non, non, c'était ni Mais, mystique, en effet, ni cosmique. On est bien ou, d'accord. ou extrêmement formel. Il y a toujours, enfin voilà, même si c'est mince. Et, et encore, je me dis qu'avec celui-ci, je suis, j'ai envie de revenir aussi à quelque chose j'aime écrire sur ce qui est ténu, parce que ce qui est ténu est là néanmoins. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de travailler. Ce qui est ténu, ce qu'on a du mal à dire, ce qui pourtant peut prendre des places extrêmement fortes dans nos existences, peut nous bouleverser. Euh, voilà. Mais non, ça ne me fait pas peur. Très bien. Tout à l'heure, j'ai répondu aux questions de certaines lectrices, notamment pour savoir si c'était un presque huis clos, oui et non. Donc c'est ce que j'ai répondu. En effet, il y a un huis clos, mais c'est plus un huis clos dans la tête de Jean-Noël. Ce n'est pas centré sur la fin de vie. C'était une autre Non. question. C'est pas du tout le sujet principal du livre. Et la dernière question, c'était s'il y avait des références à des auteurs locaux comme Mauriac. Je n'en ai pas vu, mais peut-être que je me trompe. Non, si ce n'est Non, il n'y a pas de référence à Mauriac. J'ai lu Mauriac. Ouais, j'avais pas lu Thérèse d'Esquerot, donc je l'ai lu, je voulais voir. Non, après, je m'inscris pas dans une généalogie ni littéraire spécifique, ni régionale. Non, c'est vraiment, je vous dis, c'est ce lieu. La forêt, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis, j'ai toujours été assez fascinée par la forêt des Landes, même si je connais pas très bien, mais je trouve ça très, la dimension justement qu'il y a quelque chose comme ça qui est déposé et qui est enfin, silencieux, déposé, quelque chose de très calme. Ça m'attirait. Le livre aurait pu, enfin, l'histoire de Jean-Noël pourrait prendre place un peu n'importe où, j'ai envie de dire. Voilà, le reste, c'est un décor, c'est un décor qui n'est pas inintéressant, mais c'est un décor. Par rapport justement à, alors j'aime pas forcément ce terme, mais la notion de résilience, ou en tout cas là pour le coup, l'oubli, le refoulement sont véritablement au cœur du roman. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ces mécanismes destructeurs ou dans l'autre sens amélioratifs, ou en tout cas, est-ce que ça peut apporter à un personnage ou à un être humain, peu importe, mais comment vous avez traité la matière du refoulement, et notamment dans la jeunesse? Euh, Chez Jean-Noël, je ne sais pas s'il s'agit de refoulement, c'est-à-dire c'est plutôt quelque chose, il a vécu Traumatisme, un traumatisme, ça l'a aussi construit, son enfance l'a aussi construit, c'est-à-dire ce qu'il a traversé, les épreuves qu'il a traversées ont aussi fait qu'il est devenu l'homme qu'il est devenu. Et la raison pour laquelle il revient, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement bouclé dans son histoire. Je ne dis pas qu'en partant, il a bouclé, mais en tout cas, il a eu le besoin de se confronter à nouveau à ce qui s'était passé, parce que il a beau savoir exactement, pour le coup, là, il y a une mémoire qui est vivace, une mémoire qui est indiscutable. Il a beau savoir ce qui s'est passé, lui n'a pas de doute sur la scène. Et enfin, encore, il découvre qu'il ne sait pas tout après, mais dans le livre. Mais il a beau savoir ce qui s'est passé, quelque chose en lui refuse d'y croire. Vous savez, c'est comme quand on vit quelque chose de très difficile, il y a comme ça un temps de sidération pendant lequel c'est impossible. Ça n'entre pas dans notre entendement.
Et c'est ça que Jean-Noël vient tenter, c'est ce à quoi il vient tenter de tordre le cou. C'est cette incrédulité qui demeure, mais en même temps, c'est aussi une belle incrédulité, c'est-à-dire c'est l'incrédulité de l'enfant qui ne veut pas croire que ce soit comme ça, de celui ou celle qui a encore l'espoir que ce soit été autrement ou que c'est été autrement. Voilà. Et le livre essaie de décrire ce chemin jusqu'à l'acceptation de ce qui a été par la confrontation. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va conclure cette rencontre avec un deuxième extrait. Stéphanie, c'est à vous. Oui. Je refais un looping avec mon téléphone et je suis là. C'est bon. Assis sous les arcades, Jean-Noël boit un premier café frappé, puis un deuxième. Il ne parvient pas à se décider. Au téléphone, David lui a conseillé d'aller la voir. Cela ne l'engage à rien. Rien qui porte à conséquence. Il la voit, il discute, il repart. Ainsi, il sera fixé. Mais Jean-Noël hésite. Quelque chose le retient. Il ne parvient pas à se défaire d'une forme de vigilance sourde, une réserve qui concerne Jeanne aussi bien que lui-même. La certitude d'une déception à venir, le savoir de sa possibilité. Une voix lui dit qu'il est adulte maintenant, que sa mère ne peut plus rien contre lui. Une autre lui répond aussitôt de ne pas se fier aux apparences, ne pas oublier ce qu'il a appris, les sentiments anciens, ces moments sédimentés. Dans son cerveau, les raisonnements le disputent aux certitudes de l'expérience, une forme de connaissance qui a grandi en même temps que lui. Il se revoit enfant, un petit garçon qui attend sur un banc de touche. Au-dessus de lui, la couleur blanche du ciel et des nuages qui filent. La sensation de vide qu'il éprouvait alors ne l'a jamais vraiment quitté. Il peut ruser, la tenir à distance, mais elle est toujours là, tapie, prête à le rattraper. Adolescent, il lui semble avoir passé des journées entières à attendre, attendre, sans savoir quoi, mais attendre quand même. Attendre à en avoir mal au cœur. C'est l'expression qui lui venait à l'esprit. Il avait mal au cœur comme d'autres ont mal aux dents ou au pancréas. Son cœur lui faisait mal, mais pas son cœur organe, pas la pompe qui poussait le sang dans ses artères, non, l'autre cœur, son petit cœur de tous les jours, celui qui voyait le lever de l'aube sur la campagne, celui qui sentait le temps passer, celui qui avait envie de tout arrêter parfois, et puis qui repartait, qui avait tellement mal qu'il savait alors qu'il était vivant. Aussi, il repartait, attendait à nouveau, attendait de toutes ses forces, ses alvéoles grandes ouvertes à l'intérieur, ses alvéoles avides d'air, d'amour et de sang. Merci Stéphanie. Et j'en profite pour relancer une question, c'est celle, c'est pas forcément une question, mais Hélène qui habite au Québec, puisque régulièrement vient ici, elle parle en effet des autochtones qui considèrent la forêt comme un être vivant et donc comme un personnage à part entière dans notre vie. Est-ce que vous vous rapprochez de ça aussi? Est-ce que vous militez, entre guillemets, aussi pour ça? Oui, je suis. Je pense effectivement comment dire, quand je disais une égalité entre les humains et les choses, je pense que le que tout ce qui nous entoure on peut penser que ça a la même valeur. Enfin, si je devais être croyante, par exemple, je serais panthéiste, c'est-à-dire que je pense que tout est Dieu et que Dieu est tout, et que à partir du moment où on pense, c'est dans le livre, hein, que toutes, même les plus petites choses sont des parcelles de Dieu, il y en a un devoir de bien les traiter. Je pense qu'on a un devoir de bien traiter les humains, un devoir de bien traiter les animaux, un devoir de bien traiter ce qui nous entoure. C'est aussi une façon, entre guillemets, de se voir nous et d'être plus, de se faire aussi du bien en étant dans cette attention jusqu'au plus petit. Très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1, et c'est bon. Parfait. Merci infiniment, Stéphanie Chailloux, donc, pour cette Désolée conversation. encore pour ma connexion qui n'était pas au point. Je suis vraiment désolée. On a quand même réussi. C'est le Je vous principe. remercie. Merci pour votre patience. Revenir à Marimbo aux éditions Noir sur Blanc, collection Notabilia. Petit renard magnifique, très belle photo d'ailleurs. On n'a pas parlé de la photo, mais elle est un petit peu décrite dans le livre. Elle est décrite dans le livre en réalité, cette scène. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez aussi montrer sur cette couverture-là qui
permettent de nous faire pénétrer à la fois dans la forêt, et à la fois sur ce regard du renard tourné, la tête légèrement tournée. Je ne sais pas d'où elle vient cette photo, si elle a été principalement faite pour l'ouvrage. Je pense pas, je pense qu'elle Mm. existe déjà, mais racontez-nous si cette histoire de couverture. Bah, c'est un montage en fait avec mon éditrice. On a D'accord. trouvé la photo de la forêt et puis ensuite on a ajouté le renard. Hein, c'est un montage. Et effectivement, l'idée c'était là le regard le renard pardon le renard nous regarde. Excusez-moi. Et effectivement cette bête qui est là, c'est le témoin de Jean-Noël, mais c'est aussi c'est c'est notre témoin. Et, on est peut-être plus regardé qu'on ne le sait ou qu'on ne s'en rend compte. Parfait. Merci C'est beaucoup, pour ça qu'il Stéphanie. faut bien se tenir. Exactement. Merci infiniment, Stéphanie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Stéphanie.